Bonjour à tous et à toutes, donc ce sera une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voulais parler un petit peu de l'autisme, tout simplement, voilà, vous expliquer quelques petites choses, voilà, que l'on peut essayer de comprendre par rapport à l'autisme. Alors, beaucoup de personnes se posent encore la question, indépendamment de la sphère autistique, hein, des personnes qui ne sont pas du tout concernées, qui n'ont aucune information à ce sujet-là. Beaucoup de personnes se posent la question et se demandent est-ce qu'il y a, quelle est la différence entre la neurotypie et l'autisme. Alors pour beaucoup, la première réponse c'est que l'autisme est un handicap et la neurotypie c'est une forme de normalité, voilà, c'est une forme de référence, voilà, socioculturelle un petit peu mondiale. Cependant, il faut quand même savoir que même dans la neurotypie, il existe des groupes et des sous-groupes où il y a des personnes déjà différentes dans la neurotypie. Mais il faut quand même savoir également que dans l'autisme, que l'autisme, c'est une sphère qui est vraiment totalement indépendante de la neurotypie. Mais on peut se rendre compte que l'autisme est aussi concerné par cette forme de sous-groupe. Voilà, donc chez les neurotypiques, il existe des personnes qui sont en premier temps neurotypiques, mais qui peuvent être également surdouées, qui peuvent être asexuées, qui peuvent être non-genrées, qui peuvent être non-binaires, qui peuvent être homosexuels, qui peuvent être il y a plein de sous-groupes voilà, qui font partie de cette sphère neurotypique. Voilà, donc il y a la sphère neurotypique et il y a en dessous tout plein de sous-groupes qui vont en quelque sorte enrichir et diversifier cette sphère neurotypique. A contrario, et pas du tout en opposition, hein, c'est vraiment deux choses bien distinctes, incomparables et qui ne peuvent pas être opposables. Dans la sphère autistique, il y a également des sous-groupes où chez les personnes avec autisme, il y a des autistes surdoués, des autistes non-genrés, des autistes asexués, des autistes homosexuels, tout ça, voilà. Où il y a plein encore de sous-groupes. Mais des sous-groupes qui peuvent se réunir et qui sont exactement les mêmes en fait que autant dans la sphère autistique que dans la sphère neurotypique. Donc là, en fait, il y a un lien, il y a une passerelle entre les deux. Mais qu'est-ce qui fait concrètement en fait la différence entre l'autisme et la neurotypie? Parce qu'on arrive à trouver des sous-groupes qui les rejoignent et qui les lient, mais originellement, en fait, il y a deux conditions neurologiques qui sont quand même très différentes, très particulières, incomparables et non opposables. Donc c'est là où on arrive sur une chose quand même assez importante et assez intéressante, c'est très pertinent d'ailleurs, c'est que là on est en plein de la neurodivergence, c'est-à-dire que hormis les richesses neurologique, voilà, la richesse neurologique des personnes neurotypiques et la richesse neurologique des personnes avec autisme, mais il y a une forme de divergence car on ne peut pas vraiment trouver des similitudes, il n'y aura que des impressions de similitudes, mais il y a une vraie différence de conceptualisation. Alors là, pour bien comprendre cette neurodivergence autistique, c'est qu'il faudrait avoir déjà tout le tableau clinique et savoir qu'est-ce que c'est vraiment que l'autisme. Malheureusement, ce serait beaucoup trop long à mettre en vidéo, beaucoup trop long de citer, énoncer toutes les particularités, tous les critères qu'il faut avoir pour être considéré comme étant une personne avec autisme. Ce serait beaucoup trop long. Et ce serait une perte de temps d'ailleurs sur YouTube parce que tout le monde ne pourrait pas. Faudrait que je prouve tout ça, que je fasse un petit peu que je mette en avant des propos scientificisés, un discours quand même assez vérifié, qui soit objectivable par tous, avec des liens, des sources, faire un petit peu le zététicien et tomber dans le scientisme. Et malheureusement là-dedans, prenez en considération le fait que moi je suis là pour partager des choses et non pas pour vous amener des vérités toutes faites, parce que la vérité ça reste subjectif quoi qu'il arrive. Alors, si on doit parler de cette neurodivergence, donc incomparable entre autistes et neurotypiques, disons que les neurotypiques sont très sociaux. C'est ce qu'on appelle le mécanisme prosociaux en sociologie. Ce sont des personnes qui aiment bien être influencées, être influençables et communiquer. Vraiment, l'interaction est une chose qui va prendre place de manière primordiale en fait dans leur vie. Les personnes neurotypiques ont besoin d'interagir, besoin de symbiotiser, besoin de partager, besoin d'avoir des contacts permanents. Et il y a une immense peur de la solitude là-dedans. Voilà, ils sont très très peur de se retrouver seuls et se retrouvent en fait parfois face à un néant, face à un trou noir, parce qu'ils se rendent compte que sans les autres, ben, il n'y a pas grand-chose. Il y a un vide en fait qui va être très apparent et ça va amener à une forme de névrose, de troubles, de troubles de comorbidité. Mais ça, c'est une chose que je trouve quand même assez bizarre parce que ça a été un petit peu. Il y a une contagion en fait. Les neurotypiques ont transmis ça aux personnes avec autisme. Sachant que les autistes peuvent très bien vivre seuls, n'ont pas besoin vraiment de contacts sociaux. Ouais, vraiment, on est autosuffisant là-dedans, on sait faire des choix, décider. On dit que les autistes sont quand même assez égocentriques dans le sens où ils pensent vraiment qu'à eux.
Mais c'est pas une forme d'égoïsme, au contraire, c'est qu'on pense à l'autre, mais on ne s'oublie pas nous-mêmes, quoi. On sait que l'on existe et on pense quand même un petit peu à nous, et on va pas se donner entièrement jusqu'à s'oublier, s'aliéner, se mettre de côté et devenir égoïste envers nous-mêmes. On sait faire la part des choses. Et chez l'autisme, chez la personne avec autisme, on s'est rendu compte que beaucoup de troubles psychopathologiques neurotypiques ont été donnés en fait aux personnes avec autisme, comme s'il y avait une forme d'influence qui commençait à prendre de l'ampleur et à prendre et avoir un réel impact en fait sur les autistes, dans le sens où euh, nous, quand on se pose la question en tant qu'autiste, comment ça se fait qu'on a ces troubles de comorbidité, c'est tout simplement parce qu'on a mal interprété certaines observations du réel. Et l'observation du réel qui a été trompeuse, c'est tout simplement que l'on a cru qu'on était des personnes neurotypiques. Voilà, on s'est dit que du fait de leur nombre, les neurotypiques sont très nombreux, ils sont beaucoup plus que nous, beaucoup plus. On se dit que pour faire partie du système, pour s'insérer, pour être inclus un petit peu dans ce modèle, dans ce système voilà, social, on devait quand même s'approprier et avoir certaines habilités qui ne sont pas naturelles chez nous, mais que l'on a piqué au neurotypique pour exister. Voilà. Parce que sinon, on se retrouve mal compris, incompris, euh, on va être vraiment jugé, on va être trop décalé, trop bizarre. Enfin, c'est très compliqué à vivre, c'est une forme de stigmatisation, voilà. Parce qu'encore aujourd'hui, dès qu'on dit que nous sommes autistes, les gens vont nous dire que vous êtes handicapé, enfin, tu es handicapé, tu es malade, tu as une déficience, tu dois être interné, enfin, plein de choses très très péjoratives qui n'ont aucun sens et qui ne sont pas du tout objectives et rationnelles, hein. C'est surtout juste de réitérer des modèles cognitifs, des modèles de stéréotypes très anciens, très arriérés. C'est dommage, hein, ça reste du pré-rationnel hyper plafonné. On est encore dans la croyance et dans les contes de fées, voilà, avec les gentils, les méchants, le bien, le mal, le négatif, positif. Voilà, je n'en dirai pas plus. Mais ce qu'il faut savoir aussi là-dedans, c'est que l'autiste, en général, lorsqu'il a cette envie d'insertion à la fois sociale et professionnelle, il a également envie de trouver sa place, en fait, d'exister, de prendre soin de lui, de se donner des choses, voilà, de se donner les moyens, voilà, de faire ce dont il a envie. Parce que sans ce système, il n'y a pas de moyens financiers, si on va par là. Si on ne travaille pas et qu'on n'est pas inclus professionnellement dans ce système neurotypique, c'est malheureux, euh, on ne peut pas avoir de finances, on ne peut pas avoir des revenus, on ne peut pas acheter ce qui nous fait plaisir, on ne peut pas accéder à nos requêtes, on ne peut pas vivre, tout simplement. Donc c'est problématique là-dedans, c'est problématique tout ça, parce que comment faire quand on est autiste, lorsqu'on n'est pas du tout concerné par un système qui, un système qui n'est pas fait pour nous, c'est surtout ça le gros problème. Comment on peut faire pour vivre, pour exister, pour se donner les moyens, pour s'enrichir en quelque sorte à la fois financièrement et à la fois euh, spirituellement, pour parler de l'esprit, voilà, prendre soin de nous cognitivement et prendre soin de nous dans le bien matériel, dans une forme d'abondance que l'on a désiré, que l'on veut et pour laquelle on investit beaucoup d'énergie, journalièrement et quotidiennement. Comment on pourrait faire? Parce que moi j'ai très bien envie bientôt de créer un clan autiste où on sera des employeurs, on va créer un modèle économique spécialement autiste, autistique en fait, pour qu'on puisse vivre et se faire plaisir. Parce que ça devient compliqué. Parce qu'encore aujourd'hui, la neurodivergence est très mal comprise. On a l'impression que si l'autiste ne prend pas, ne se calque pas sur tous les comportements neurotypiques, il y aura une impossibilité d'inclusion. Voilà. C'est que c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand un autiste va discuter, il ne sera pas compris. Ça paraîtra bizarre. Quand il va inférer, ça va paraître bizarre également. Quand il va avoir des réactions émotionnelles, ça va paraître bizarre également. Enfin, tout semble différent, mais tout semble bizarre en fait. Vu par les neurotypiques, tout ce que l'autiste fait paraît bizarre. Et des fois, ça peut être hyper stigmatisant dans le sens où on peut passer pour. Enfin, les gens peuvent nous poser des étiquettes et dire que nous sommes des personnes méchantes, asociales, euh, égoïstes, égocentriques, plein d'étiquettes ultra péjoratives qui nous mettent à mal vraiment, qui nous rendent dépressifs. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça alors qu'on est juste qui on est et tu as juste à l'accepter. Euh, Qu'est-ce que les autistes devraient faire en fait pour s'inclure sans s'approprier des comportements qui ne sont pas à eux, quoi. C'est tout le problème, toute la problématique.
Déjà, ce qui serait bien, c'est de faciliter le contact entre personnes autistes. Ce serait bien de pouvoir avoir des interactions vraiment de chair entre personnes autistes. Et ce serait bien qu'il y ait des débouchés professionnels qui permettent aux autistes de vivre et d'être qui ils sont dans le domaine professionnel. Parce que c'est toujours à l'autiste de s'adapter, c'est toujours à nous, en quelque sorte, de s'adapter à ce système, de s'adapter au fonctionnement professionnel, au fonctionnement des sociétés, des modèles économiques, modèles commerciaux, modèles sociaux, modèles dans tout et n'importe quoi. On est obligé de s'adapter, mais on se rend compte que personne ne fait des efforts envers nous, quoi. Moi, quand je vais, voilà, ce sera en gros un témoignage. Là, je vais témoigner un petit peu de ce que je vis quotidiennement depuis un petit moment. C'est que je suis rarement en face de personnes qui sont capables d'écouter, de dialoguer, de discuter avec moi sans qu'ils aient à juger, à vouloir dire ce qu'ils en pensent en fait. C'est que je suis d'accord sur le fait que les gens ont le droit d'avoir un avis et une opinion, mais de là à vouloir euh, tout le temps, mais absolument critiquer la parole de l'autre, je trouve ça complètement c'est pas productif du tout, ça n'amène à rien, et c'est juste encore une forme de vide de soi. C'est que les personnes ont encore besoin de dire qu'elles ont raison, qu'elles ont des vérités, qu'elles ont des connaissances pour exister. Voilà, en gros, tant que j'ai que ça, au moins j'ai ça comme doudou, au moins ça me permet de me rassurer, je suis plus fort que quelqu'un, j'ai une forme de supériorité, mais ça n'a rien d'humble, c'est pas du tout modeste, c'est encore moins altruiste, hein. C'est enfin, tout ça pour dire que je suis rarement en face de personnes qui sont capables d'interagir avec quelqu'un sans avoir à poser des jugements. Et je trouve ça triste parce que l'autiste n'aime pas poser des jugements. A un regard critique, certes, mais n'est pas là pour dire ce que tu fais est bien et mal, ce que tu penses est faux. Voilà, c'est juste histoire, on partage voilà, chacun nos avis divergents et on va essayer de s'enrichir comme on le peut dans nos dialogues, tout simplement. On ne cherche pas à appauvrir l'autre. Et, euh, et ce gagnant-gagnant qui devrait exister dans les interactions n'existe pas entre personnes autistes et personnes neurotypiques, parce que les personnes neurotypiques sont encore dans cette forme d'hypnose sacrificielle, voilà, où il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait raison, quelqu'un qui a tort, quelqu'un qui fasse des choses bien, sachant que qu'est-ce qui est bien, on n'en sait rien, c'est pas quelque chose de... C'est conceptuel et imaginaire, hein, ça n'existe que dans l'esprit de la seule et même personne qui estime et juge si c'est bien ou mal. Donc ça reste subjectif et piégé dans la subjectivité. Ça marche pour soi, mais ça marche pas pour les autres. Enfin, tout ça pour dire que c'est... Quand est-ce que les neurotypiques vont se remettre en question? Quand est-ce qu'ils vont essayer de suspendre leur jugement et se regarder, voilà, et se dire, bon, est-ce que j'ai l'impression d'observer le monde comme il le faut? Est-ce que je ne me fais pas avoir par mes propres inférences? Est-ce que je ne suis pas complètement biaisé par mes observations? Est-ce que je prends vraiment le temps de me poser les bonnes questions? Est-ce que je considère le réel tel qu'il est ou est-ce que je considère un réel en fonction de ce que j'imagine? Est-ce que je ne crois, est-ce que je vois que ce que je crois ou est-ce que je vois, ou est-ce que je crois ce que je vois réellement, quoi. Il y a une forme de déformation de la réalité, de déformation des discours, juste parce que les gens ne sont pas capables d'observer le réel tel qu'il est, quoi. Les constats, c'est une impossibilité chez les personnes, enfin, chez la grande majorité des personnes neurotypiques. Parce que à partir du moment où l'on juge que l'autre est malade, est handicapé, mais en quelque sorte, on sous-entend et on admet que l'on pourrait être soi-même handicapé et invalide. Parce que si ça existe dans le monde extérieur, ça peut également exister dans le monde intérieur, hein. Ça, c'est le fameux effet Dunning-Kruger, c'est que, est-ce que ce serait pas moi l'imbécile? Est-ce que ce serait pas moi le malade? Voilà, parce qu'on peut se faire avoir par nos propres inférences. Et c'est ça toute la complexité, c'est que il n'y a pas de prudence, il n'y a pas de modestie, il n'y a pas de... oui, c'est ça en fait, il n'y a pas de prudence dans ce que les gens font, dans le milieu social, je veux dire, hein, même dans le milieu sentimental, familial et tout ça, hein. C'est qu'il n'y a pas de prudence, il n'y a pas d'esprit critique, il n'y a pas de suspension de jugement, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de rétrospection, il n'y a pas d'introspection, il n'y a pas de... Il n'y a pas. Voilà, je sais que j'utilise le il n'y a pas et que je suis sûr que je suis biaisé dans ce que je viens de dire là, mais ça a quand même du sens. Ça a quand même du sens. Voilà, ça permet d'amener notre regard sur la chose parce que j'avais déjà fait une vidéo, enfin un enregistrement audio où je disais que c'est quand que les neurotypiques se remettent en question. Et c'est pas que les personnes neurotypiques, c'est pour tout le monde. Mais majoritairement, et dans l'absolu, vu que les autres. Enfin, dans tous les cas, les personnes autistes, c'est 1 million de personnes en France. Les neurotypiques, ils sont beaucoup plus nombreux, donc il y a de fortes chances qu'ils soient plus nombreux que nous dans l'erreur. Voilà. C'est
c'est empirique, voilà, comme on dit, c'est de la probabilité empirique, on peut s'accorder sur ce fait-là. Mais ça existe également chez les surdoués, où il y a beaucoup de surdoués qui vont produire en fait de faux discours, ils vont se perdre dans leurs faux discours également. Donc je vous pose une question, vous pouvez répondre en commentaire, voilà, n'hésitez pas, hop, vous répondez en commentaire, vous allez me dire qu'est-ce que vous trouvez de bizarre chez les personnes neurotypiques. Pour quelle raison je pose cette question? Tout simplement parce que les neurotypiques jugent que les autistes sont bizarres. Voilà, ils ont du mal à comprendre quels sont leurs comportements et qu'est-ce qu'ils pensent de la vie et comment ça se fait qu'ils vivent aussi différemment. Donc, qu'est-ce que vous trouvez bizarre chez les personnes neurotypiques? Alors n'hésitez pas, répondez en commentaire et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à liker, ne pas aimer si vous voulez, à partager la vidéo. Et voilà, ce sera tout. Bisous à tous et à toutes.